au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'événement a été ponctué ce vendredi par la remise des manifestes aux autorités de la République présentes à ces assises. Manifeste en vue donc de l'obtention de la dépénalisation des délits de presse. Plus de précisions dans ce reportage d'Elvire Tali et de Joseph Biogué. Cette 20e édition de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse a été marquée par la remise des manifestes aux autorités de la République présents à ces assises par le représentant des associations et syndicats des professionnels des médias, un document établi par les communicateurs en vue d'obtenir la dépénalisation des délits de presse. Le thème de la célébration de cette Journée mondiale de la liberté de la presse nous offre l'opportunité de rappeler au pouvoir public l'engagement pris par le défunt président Omar Bongo Ondimba en 2003 face aux journalistes de la presse francophone réunis ici à Libreville en vue de la dépénalisation des délits de presse. Nous estimons que l'exercice de notre profession est rendu difficile et délicat par la menace voilée mais réelle de la peine d'emprisonnement contenue dans le code pénal et le code de la communication. Nous exprimons notre satisfaction d'apprendre, Madame le ministre délégué, que la révision du code de la communication a tenu compte de la dépénalisation des délits de presse. Nous espérons qu'il s'agit d'une dépénalisation totale qui va servir de ferment à l'émergence d'une presse de qualité, débarrassée de l'autocensure, autre forme de torsion de la vérité recherchée. Axé autour du thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias », cette journée a permis entre autres aux hommes et femmes des médias de discuter des problèmes qui minent leur corporation. Présente à ces assises, le ministre délégué à la communication a remercié les acteurs qui militent pour la dépénalisation des délits de presse. Les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sauront donc en tenir compte dans la réflexion en cours au sujet de la dépénalisation des délits de presse, une exigence de modernité que les institutions internationales, dont l'UNESCO recommande à leurs États membres en tant qu'indicateur de développement des médias. Je tiens ici à remercier le ministre de la Justice, ministre des Droits humains, pour son implication à cet événement majeur du secteur de la communication. Le manifeste que vous venez de présenter nous édifie à plus d'un titre, tant il érige le débat public en un idéal pour la démocratie. Il place la contradiction au cœur du développement de la société, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Les problématiques que vous soulevez dans votre analyse vont de ce fait dans le sens de l'édification de la nation chère au père fondateur de la République gabonaise. Le ministère de la Communication, à travers le Code de la communication qui est en cours de révision, prend effectivement en compte les questions relatives aux peines privatives de liberté au profit des sanctions pécuniaires en répression des délits de presse. Les communicateurs ne sont pas à leur première initiative en vue d'obtenir la dépénalisation des délits de presse. Vivement que cette fois-ci, leur doléance trouve un écho favorable auprès des plus hautes autorités de la République. Et justement, pour le compte du gouvernement et par la voix du ministre de la Justice, les autorités ont donc pris acte des doléances des communicateurs et entendent bel et bien les accompagner dans cette bataille pour une presse beaucoup plus libre dans notre pays. On retrouve Elvire Tali et Joseph Biogué. Assurer la sécurité des professionnels de la communication dans l'exercice de leurs fonctions à travers la dépénalisation des délits de presse, voilà ce à quoi s'attendent désormais les communicateurs. Cette énième célébration est donc l'occasion pour les hommes et femmes des médias d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation de la liberté de la presse dans notre pays. La presse tient à jouer pleinement sa partition en tant que quatrième pouvoir, sans craindre de représailles de tout ordre. Dans bien des médias gabonais subsiste encore la crainte de parler librement. En effet, cette évaluation a mis en évidence que la pratique de l'autocensure et du traitement non équitable de l'information est très répandue au sein de plusieurs rédactions. Parmi les multiples raisons invoquées pour justifier cette pratique, les journalistes mettent en avant le risque élevé de répression administrative et pénale. Au regard de ce constat,
L'UNESCO souhaite évidemment que les hautes autorités du Gabon poursuivent leur engagement et la réflexion pour améliorer le cadre de régulation des médias, de manière à non seulement renforcer la liberté d'expression, mais aussi encourager les journalistes à parler sans crainte. Le gouvernement, par la voix du garde des Sceaux, a pris acte des doléances des communicateurs et les a rassurés de son soutien. Elle a également profité de cette tribune pour interpeller la presse à plus de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Il est vrai, la presse doit pouvoir dénoncer certains actes, des collisions, des exactions, des abominations. Mais la presse doit dénoncer en toute indépendance. La presse doit dénoncer en toute responsabilité. La presse doit dénoncer en toute objectivité. La presse doit dénoncer en toute liberté. L'incrimination du délit de presse est un choix de société qui exprime l'état de la nation sur cette question. Il vous appartient, mesdames et messieurs, d'être dignes du message que vous lancez ce jour à la nation gabonaise. Le Gabon devrait emboîter le pas des pays démocratiques pour une liberté effective des médias. L'objectif ici n'est pas de créer un système juridique des privilégiés, mais plutôt de supprimer les sanctions privatives de liberté qui freinent l'éclosion de cette corporation. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 5 mai de chaque année marque la célébration de la Journée internationale de la sage-femme, célébrée au Gabon sous le thème « La sage-femme qualifiée dans un environnement qualifiant » contribue à ce qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucun nouveau-né ne meure en venant au monde. Cette journée a donc été lancée hier du côté de la salle des fêtes de Bikele et elle est placée sous le haut patronage de Paul Biogemba, président du Conseil économique et social. On va suivre ce reportage de Laetitia Osiadjoui et de Richard Moubiwa. La Journée internationale de la sage-femme vient de connaître le lancement des activités commémorant l'édition 2013. Aussi, l'Association des sages-femmes du Gabon a-t-elle décliné par la voix de sa présidente Avomo Obam Noël ses attentes. Cette journée est également une opportunité pour l'Association des sages-femmes du Gabon de faire le plaidoyer auprès du gouvernement à travers le ministère en charge de la santé et des institutions législatives sur 5 points, à savoir l'ouverture de la profession sage-femme par la mise en place effective d'un plan de carrière par la création d'un corps de sage-femme à la fonction publique, rendre applicable la loi 01-2001 du 10 décembre 2001 portant statut particulier des fonctionnaires du secteur santé. Le ministre de la Santé, Léon Zouba, qui a remercié les partenaires au développement, a souhaité que les résultats issus de la journée scientifique prévue se tenir le samedi contribuent efficacement à l'atteinte des OMD 4, 5 et 6 relatives à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays, avant de rassurer. Il convient toutefois de rendre ici un hommage mérité à l'action soutenue, à l'action infatigable de la première dame Sylvia Bongo Ondimba qui a décidé de mener un combat contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale en s'attaquant au fondamental. Je reconnais que votre profession est noble car elle permet de sauver 2 vies, celle de la mère et celle de l'enfant. Mais elle demande de votre part une grande responsabilité, une conscience professionnelle accrue. Au vu de l'importance des sages-femmes dans la société, comme l'a souligné le Fonds des Nations Unies pour la population et la Confédération internationale des sages-femmes représentée par Rachel Ibinga, les sages-femmes doivent être totalement engagées car leur profession revêt un caractère humaniste, sacerdotal et social. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, a réuni ce matin à l'immeuble interministériel les inspecteurs généraux des services des différents ministères. L'objectif était notamment de recentrer le rôle important que devraient jouer ces hauts fonctionnaires dans le fonctionnement justement de l'État. Claudette et Auré Richon à l'SRGN, Patrick Desmalieux pour le reportage.
Mis de côté les notes de service et les circulaires, le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong-Sima, a opté pour un échange de vive voix avec les inspecteurs généraux de service de notre administration. Au menu, 2 points essentiels: la gestion des ressources humaines et l'inventaire du parc automobile de l'État. Un dossier qui préoccupe au plus haut niveau le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous avons eu dans le passé un certain nombre de situations qui sont apparues dans les départements ministériels et qui ont conduit à des décisions administratives concernant les personnels dans les différents ministères. Nous avons ainsi des fonctionnaires dont les salaires sont suspendus, des fonctionnaires qui se retrouvent sans affectation et dont on ne connaît pas exactement le nombre. La réalité de cette situation, c'est que le premier maillon du système de contrôle et de suivi des positions administratives des fonctionnaires, ce sont les inspecteurs généraux dans les ministères. 14 mois après mon arrivée à la primature, je n'ai reçu quasiment aucun rapport émanant des inspections générales des services sur la marge des services. Je souhaite m'attaquer à un second dossier qui m'a été confié par le chef de l'État et qui porte sur le parc automobile de l'État. Là aussi, avant que je ne mette à contribution le contrôle général de l'État, je m'adresse d'abord aux inspecteurs. C'est quand même vous, en premier lieu, qui êtes dans les départements ministériels, qui devriez être en mesure de faire un point sur la situation du parc automobile qui est affecté dans le département où vous vous trouvez. En interpellant les inspecteurs généraux de service, le Premier ministre veut effectivement clarifier les rôles des uns et des autres dans la chaîne administrative. Jusqu'ici, la confusion est notoire entre les IGS, chargés de contrôler et de suivre la régularité des activités de l'État, et les SG et DG, chargés d'opérer et de gérer. Vous ne pouviez pas être juge et parti, vous n'étiez pas concerné par la gestion. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller vous substituer aux directeurs généraux, aux secrétaires généraux des ministères. Je suis en train de vous demander sur quel support vous basez-vous pour exercer l'activité de contrôle. Et c'est parce que vous avez besoin de ce support que vous êtes obligé de connaître la totalité du patrimoine du ministère. Et ce patrimoine, il commence par les hommes et les femmes qui sont dedans. Il se poursuit avec le parc informatique, le parc matériel roulant, etc. Ça fait partie des choses que vous êtes obligé de connaître, puisque vous êtes à tout moment chargé de dire si ce patrimoine est là ou n'est pas là. Les IGS constituent donc un maillon important sur lequel doit toujours s'appuyer le contrôle général d'État. Il faut dire que cette rencontre à laquelle ont pris part d'autres membres du gouvernement a notamment permis aux participants d'apprécier l'initiative louable du Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndong-Sima. On retrouve nos confrères de la presse de la primature. Cette réunion convoquée par le Premier ministre Raymond Ndong-Sima est conforme à sa mission de premier responsable de l'administration, certes, mais elle a le mérite de revaloriser certains services dont les missions sont peu ou non connues de l'usager, comme l'inspection générale des services. Or, selon la démarche méthodologique du chef du gouvernement, l'IGS constitue un élément fondamental. J'ai pris la décision de remettre à niveau tous les textes administratifs de l'ensemble de l'administration pour enlever cette chose qui encourageait d'une façon terrible la combine, la corruption. Je pense qu'à l'heure qu'il est, dans l'ensemble des départements ministériels, tout le monde a vu sa situation administrative régularisée. La deuxième partie, je l'avais déjà dit, elle portera sur les rappels. L'État va payer ses dettes aux fonctionnaires. Il les paiera. Ça, c'est la deuxième partie. Mais la contrepartie, car il y a une contrepartie, c'est que vous, les inspections, vous devez être capable de dire qui est au travail, qui n'est pas au travail. Parce que c'est bien de dire à l'État, ma situation administrative est en retard, c'est pour ça que je ne viens pas au travail. Mais quand elle est régularisée, quel devient votre prétexte?
Une initiative louable pour ces hauts cadres qui n'ont pas manqué de relever plusieurs difficultés liées à leur mission. Le contrôle général, c'est l'organe de contrôle supérieur du pouvoir exécutif. Il est chargé, exactement, il est chargé de contrôler